Donc, je vais maintenant me focaliser sur ces 19 points clés. Tout d'abord, un premier constat, le réchauffement du système climatique est sans équivoque. Depuis les années 1950, beaucoup des changements qui ont été observés sont sans précédent, sur des échelles de temps de plusieurs décennies, jusqu'à des millénaires. Un climat qui change, c'est un climat où l'atmosphère et l'océan se sont réchauffés, la quantité de neige et de glace a diminué, le niveau des mers s'est élevé, et enfin les concentrations de gaz à effet de serre ont augmenté. La carte qui figure en bas à gauche montre les tendances de température entre les années 1901 et 2012. Donc c'est une carte dont la couleur est globalement orange à rouge, et ça illustre ce réchauffement qu'on appelle global, même si sur cette échelle de temps-là, on voit un moindre réchauffement sur certaines zones, par exemple l'Atlantique du Nord, ou dans d'autres cas, on manque de données, comme autour de l'Antarctique, pour évaluer le rythme du réchauffement sur plus d'un siècle. On observe également un réchauffement plus marqué sur les continents que sur les océans et très prononcé autour de l'Arctique. La figure en bas à droite montre une vue d'ensemble des différents changements qui sont observés. Donc un réchauffement des températures au-dessus des continents, une diminution du volume des glaciers, une baisse de la couverture neigeuse, plus largement une augmentation de la température des basses couches de l'atmosphère qui va également contenir plus d'humidité. L'atmosphère peut contenir en moyenne 7% d'humidité en plus par degré de réchauffement. Du côté des océans, on observe un réchauffement des eaux de surface, une augmentation du contenu de chaleur des océans qui tient donc à un réchauffement en profondeur, une diminution de la couverture de banquise, donc c'est l'eau de mer qui gèle à sa surface, et donc enfin une augmentation du niveau moyen des mers qui résulte de 3 facteurs: fonte des glaces continentales, fonte des calottes polaires et augmentation de la température des océans et dilatation. Alors on peut détailler la structure de ce réchauffement au cours du temps. Ce graphique vous présente entre 1850 et 2012 l'évolution des températures moyennes à la surface de la Terre, en haut année par année et en bas 10 ans par 10 ans. Vous voyez plusieurs courbes de couleurs qui reflètent l'état des connaissances, puisqu'on va comparer les 3 estimations disponibles et produites par des groupes aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon. Donc vous voyez dans tous les cas qu'on observe une tendance au réchauffement entre 1880 et 2012, avec un réchauffement net d'environ 0,85 degrés. On observe également un réchauffement marqué entre les années 1900-1950, un plateau, et un réchauffement très prononcé des années 1970 au début du XXIe siècle. Au cours des derniers 15 ans, le rythme du réchauffement en surface est moins fort que sur les 3 décennies précédentes. Mais si on doit résumer, le point principal, c'est que chacune des 3 dernières décennies a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que toutes les décennies précédentes depuis 1850. Par ailleurs, dans l'hémisphère nord, la période des derniers 30 ans est la plus chaude depuis plus de 1400 ans. Donc c'est également un changement qui est exceptionnel sur une période de temps longue. On peut également analyser l'évolution du contenu thermique des océans. Donc ça, c'est un paramètre qui ne dépend pas que de la température de surface, mais du profil de température en fonction de la profondeur. On a une incertitude qui est large dans les années 1950, et grâce à l'amélioration du réseau de mesure des températures de mer en profondeur, vous voyez qu'on a une incertitude qui se réduit vers le présent. Donc on mesure la poursuite d'un réchauffement des océans en profondeur, et le point important à retenir, c'est que ce réchauffement des océans représente plus de 90% de l'énergie accumulée dans le système climatique. Sur 100% d'énergie en plus, le réchauffement de l'atmosphère que j'ai montré tout à l'heure ne représente que 1% de cette énergie supplémentaire. Ce réchauffement de l'océan, plus de 90%, et le reste, 3%, est l'énergie utilisée pour faire fondre les glaces, et 3% de cette énergie réchauffe les sols continentaux. Il est donc pratiquement certain que l'océan de surface, jusque 700 mètres, s'est réchauffé au cours des derniers 40 ans, et il s'est également probablement réchauffé sur une période plus ancienne, où les données sont moins précises.
On va maintenant passer à la partie glace. Dans l'hémisphère nord, on observe une diminution de la couverture de neige au printemps, c'est ce qui est illustré sur la courbe verte en haut à gauche. Une diminution de l'enneigement particulièrement marquée au printemps et en particulier au mois de juin. Sur les continents, on observe également une diminution du volume des glaciers de pratiquement toutes les régions du monde, de même qu'une perte nette de masse de la calotte qui couvre le Groenland et également de la calotte qui couvre l'Antarctique de l'Ouest. Si on considère la banquise, on a une situation contrastée entre la banquise arctique autour du pôle Nord et la banquise antarctique. Du côté du pôle Nord, c'est ce qui est illustré sur la figure en haut à droite, on observe une très forte diminution de l'extension de banquise à son minimum, c'est-à-dire au mois de septembre. Vous voyez que dans les années 1900, on avait quasiment 10 millions de kilomètres carrés couverts de glace de mer. Sur les derniers étés les plus chauds dans l'Arctique, en 2007 et en 2012, on avait moins de 6 millions de kilomètres carrés recouverts de glace de mer. Donc c'est une diminution tout à fait spectaculaire qui donne accès à des eaux de mer qui deviennent maintenant libres de banquise et qui ouvrent par exemple les passages du nord-est et du nord-ouest à la navigation. Du côté de l'Antarctique, on a des grosses fluctuations de l'extension de banquise d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre. On observe une légère tendance à l'augmentation sur la période des derniers 20 ans. Pour résumer, en ce qui concerne l'Arctique, c'est une région qui subit les changements de température les plus prononcés, des changements en ce qui concerne donc la glace de mer, l'enneigement, et on souligne ici que c'est la région qui connaît le réchauffement le plus important depuis le milieu du XXe siècle. J'ai parlé donc des différents termes qui peuvent contribuer à la montée du niveau des mers, et voici les enregistrements dont on dispose, qui remontent aux années 1900 en ce qui concerne l'évolution du niveau moyen des océans. C'est une évolution mesurée par des marégraphes, donc par des mesures in situ, et puis depuis environ 1993 par satellite. C'est la courbe rouge à la fin de cette figure. Sur le XXe siècle, donc le taux d'augmentation moyen du niveau des mers est d'environ 19 cm. Le rythme actuel d'augmentation, depuis une quinzaine d'années, est d'environ 3 mm par an, donc un peu supérieur à la moyenne du XXe siècle. Par ailleurs, cette montée du niveau des mers est exceptionnelle dans le contexte des derniers 2000 ans, où, avant 1900, on avait un niveau des mers qui était très stable. Donc c'est vraiment une rupture par rapport à l'évolution du climat au cours des millénaires précédentes. Enfin, cette illustration a été ajoutée dans le résumé de notre rapport à la demande des représentants d'un certain nombre de pays tropicaux. Cette information figurait déjà dans le rapport détaillé. Donc, c'est une illustration pour montrer que le climat qui change n'est pas uniquement mesurable en termes de température ou de niveau des mers, mais qu'il concerne également des changements à grande échelle du cycle de l'eau. Donc, ce qui est montré ici, ce sont les tendances des précipitations entre 1901 et 2010 à gauche, et pour une période plus récente, 1951-2010, à droite. Pourquoi montrer ces deux périodes ? Les changements de précipitation ont une structure spatiale plus bruitée que les changements de température. Plus on va les étudier sur une période de temps longue, plus on pourra détecter des tendances de long terme. Sur une période plus courte, on peut être biaisé par des fluctuations d'une dizaine d'années à l'autre. A l'inverse, sur la période 1901, on a un certain nombre de données manquantes, en particulier dans des régions tropicales comme l'Amazonie ou comme dans des régions polaires où on n'avait pas de station d'observation. Dans les deux cas, qu'est-ce qu'on observe ? On observe une structure très contrastée, avec une tendance à la diminution des précipitations dans les régions de climat dit méditerranéen, donc Sahel, pourtour méditerranéen, Amérique centrale, sud de l'Australie, et à l'inverse, une augmentation des précipitations dans les régions de climat tempéré ou polaire. Donc on voit une intensification des contrastes dans le cycle de l'eau, et ces observations à terre, elles sont confirmées également par des mesures en mer. La mesure de la salinité de l'eau de mer permet en effet d'intégrer les changements du cycle de l'eau à l'échelle d'un bassin océanique, et on observe également que les régions océaniques à salinité élevée, c'est-à-dire celles où l'évaporation domine sur les précipitations, deviennent plus salées, tandis que les régions de faible salinité deviennent moins salées. Donc à la fois les données terrestres et les données marines
montre une augmentation des contrastes dans la répartition des précipitations, avec une tendance à avoir davantage de précipitations dans les régions humides et moins de précipitations dans les régions déjà sèches. Et pour terminer sur ces observations, évidemment, on observe une composition atmosphérique qui change, avec une augmentation de la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone, ici entre 1950 et 2010. On la montre à deux endroits, à Mauna Loa, à Hawaï, dans les régions tropicales, et au pôle sud, en Antarctique, avec les codes de couleurs respectifs rouge et noir. Les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, sont des gaz bien mélangés dans l'atmosphère, et vous voyez une grande cohérence dans leur évolution, quelle que soit la latitude à laquelle on fait ces mesures. On a aujourd'hui une concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui atteint les 400 parties par million. Ce sont des niveaux beaucoup plus élevés que ceux qui ont jamais été enregistrés dans les carottes de glace en Antarctique depuis au moins 800 000 ans. L'augmentation des rejets de dioxyde de carbone, due aux activités humaines, entraîne une acidification des océans. Donc l'océan absorbe environ 30% des émissions anthropiques de dioxyde de carbone et le pH des océans a baissé en moyenne de 0,1 unité depuis une vingtaine d'années. D'où viennent ces augmentations de teneur en dioxyde de carbone? Elles viennent de deux termes principaux, la consommation d'énergie fossile, leur combustion, donc pétrole, gaz naturel et charbon. Elles viennent également de la production de ciment. Et enfin, elles proviennent de la déforestation. Le fait de brûler des forêts entraîne une augmentation des teneurs en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On voit sur la figure en haut l'augmentation de la combustion d'énergie fossile, avec en particulier au cours des derniers 10 ans, une augmentation du poids du charbon, de la consommation de charbon dans le monde, et en particulier dans les économies en développement, comme celle de la Chine. Sur la figure de droite, on voit également le devenir de ces émissions de gaz à effet de serre. En gris, les émissions liées à la combustion d'énergie fossile, donc qui sont une source supplémentaire de CO2 dans l'atmosphère. En jaune, les termes liés au changement d'usage des sols et à la déforestation. Donc on voit que dans les années 1950, ces deux termes jouaient à part égale, mais du fait de l'augmentation très forte de la consommation d'énergie fossile, c'est ce terme-là qui domine. On peut avoir l'impression qu'on a une diminution de la déforestation sur les dernières années. Ça masque une situation très contrastée entre la poursuite de la déforestation dans certaines régions et à l'inverse, une reforestation dans des zones agricoles abandonnées, en Europe ou en Russie par exemple. Les figures du bas, les courbes du bas de la figure de droite montrent le devenir de nos émissions de dioxyde de carbone. Une partie est absorbée par les sols et la végétation, c'est la courbe en vert. C'est une courbe qui est très bruitée parce que l'absorption de dioxyde de carbone par la végétation dépend de la photosynthèse, elle va dépendre du climat. Si on a des conditions très sèches, on va limiter la photosynthèse, la végétation ne pourra pas fixer le dioxyde de carbone. On a ensuite une partie importante, je l'ai déjà mentionné, qui est absorbée dans les océans, c'est la courbe en bleu. Donc vous voyez que végétation et sol d'un côté et océan de l'autre, ensemble, absorbent environ la moitié des émissions liées aux activités humaines chaque année. Mais l'autre moitié de nos émissions s'accumule dans l'atmosphère et s'ajoute aux émissions des années précédentes. Pour résumer, les concentrations en dioxyde de carbone, elles ont augmenté de 40% depuis la période pré-industrielle. Et cette augmentation s'explique en premier lieu par l'utilisation des combustibles fossiles, avec un poids croissant aujourd'hui du charbon, et en second lieu par les émissions nettes liées au changement d'usage des sols.